18 janvier, je reprends la thématique de fenêtre sur drame. Je ne sais pas si c'est bien porteur. En tout cas, hier, ça a pris un tournant un peu particulier. Ça s'est pas passé comme ça aurait dû se passer, mais on ne contrôle pas un peu le débit verbal ou la progression d'une d'une proposition. On ne contrôle pas et c'est d'autant mieux parce que ça a tendance plutôt à nous amener vers des territoires infamiliers, des territoires nouveaux et donc à tout le moins pas trop visités. Et donc on est on n'est pas totalement perdant, on est gagnant quand même dans l'affaire puisque ça fait visiter du pays, ça fait visiter des lieux alors qui sont situés dans le passé souvent, où ça fait émerger des choses en tout cas. Alors fenêtre sur drame, c'est là l'intérêt. Et hier, je m'étais défini comme une unité biologique. C'est un peu moins effectif en ce moment, mais ça l'est tout de même. Alors il y a le drame, mais il y a aussi une autre catégorie, c'est un peu pas comédie ou drame comédie, on dit la tragicomédie. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que ça casse un peu le côté monolithique du sentiment de la dramaturgie, quelque chose dans ce genre. Alors, un petit cadeau aujourd'hui, simplement, j'ai ouvert ma fenêtre en s'attendant à rien, juste pour voir mes plantes, mais d'habitude je l'ouvre et je la referme assez vite. Là, je me suis mis à ma fenêtre et quelle n'a été ma surprise d'entendre chanter le merle. Voici une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, un merle qui chante comme ça, en plein mois de janvier. Alors pour moi ça commence en février, mais pas en janvier. Et donc j'ai été agréablement surpris et peut-être un peu démenti aussi, parce que je m'étais fait une sorte de vérité, une sorte de... comment dire, si je veux écouter le chant du merle, je dois attendre. Alors que là, normalement, et j'imagine que ça a commencé beaucoup plus tôt, mais chaque année, le chant du merle, il est quelquefois très proche, très 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 proche, et il est quelquefois un peu lointain. Moi aussi, je fais partie de la zone de vie du merle. En tout cas, le merle, ce n'est pas une chose totalement nouvelle ou complètement infamilière pour moi. J'ai eu des merles qui sont entrés dans l'appartement parce que je leur avais mis quelque chose à manger. Et donc, 2 années de suite, j'ai eu une femelle merle qui venait. Seulement, j'avais pas assez. En fait, moi, je voulais lui donner des cacahuètes. Elle veut plus des noix. Et elle aimait bien aussi elle aimait bien le pain brioché. Elle aimait bien la brioche. Et moi, j'ai pas tant de brioche que ça. Et en plus, ça a tendance je sais pas comment dire, la quantité de choses qu'une merle peut emporter n'a rien à voir avec celle que
qu'une mésange, quoique les mésanges aussi, quand elle vient à plusieurs, il faut quand même préparer la quantité de noix. Alors c'est 3 noix par exemple, il faut d'abord les casser, et puis après il faut émietter, il faut émietter un peu. Bon, pour ce qui est ce qui est de la mésange se saisit du morceau de noix, puis elle le porte, enfin elle le saisit avec sa patte, puis elle le mange comme ça. Alors si jamais c'est le rouge-gorge, enfin le rouge-queue, c'est plus, ils ne font pas ça. Donc c'est vraiment un truc réservé à la mésange que de saisir la nourriture dans sa pâte et de la manger tranquillement. Évidemment, elle ne la finit pas, donc au bout d'un moment, elle laisse tomber un peu, mais en tout cas, j'ai eu du mal à fournir les mésanges. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu dire si ça avait été une merle ou même plusieurs merles à la fois. Donc il y a un problème d'intendance, un problème, j'allais dire, économique, puisque il aurait fallu que j'ai des quantités de nourriture. Bon, moi qui pensais à un moment acheter des vers séchés, je voulais expérimenter ça. Voilà donc, la nature m'a comblé avec cette chose, évidemment, qui n'a rien à voir avec moi. Le merle, il chante pour ses propres raisons à lui. Mais moi, je suis là, je suis juste là, et donc je me saisis de ce présent offert de façon involontaire. Alors, fenêtre sur drame, bien entendu, bien entendu. Et comme, voilà, comme de bien entendu, les choses ne semblent pas. En dehors de ça, il ne se passe rien. Alors, si je dis rien, c'est qu'il n'y a rien. Alors, j'ai fait le tour d'un certain nombre de gens que j'ai perdu de vue et qui sont encore vivants. En tout cas, il n'y a pas le bandeau noir sur leur profil sur les réseaux sociaux, donc j'en déduis qu'ils sont toujours vivants. Mais chacun, voilà. Alors, des milliards et des milliards, et pourtant, je n'ai même pas droit à un seul compagnon. Quand même un peu problématique comme situation. En tout cas, l'unité biologique que je suis, à cette saloperie, elle ne se contente pas de manger, elle ne se contente pas de dormir, elle ne se contente pas de se divertir avec l'Internet. Non, elle veut aussi de la compagnie. Et il y a un besoin. Alors un besoin presque, j'allais dire, physiologique, tout autant que psychologique ou que psychique, j'en sais rien. En tout cas, il y a un besoin. Il y a un besoin qui, là, on ne sait pas, on résiste. On résiste autant que se peut et quelquefois la résistance faiblit comme en ce moment. J'ai reçu une lettre envoyée par une personne qui tient beaucoup à moi. C'est la seule personne avec laquelle j'ai eu un rapport depuis presque plus de 20 ans. Voilà, une personne à laquelle je dois énormément, même si quand on se rend compte, ça ne se passe pas aussi bien, mais elle a investi, elle a écrit peut-être d'Angleterre finalement. Elle a écrit d'où, je vais vérifier l'endroit. Ah non, elle a écrit de Hendaye. Donc, Hendaye, parce qu'elle disait un jour, oui, je voudrais aller en Angleterre. Et donc, elle a dépensé pas mal d'argent en timbres. Et donc, elle n'est toujours pas partie. Elle est toujours pas partie. En fait, non. Je me suis trompé. C'est pas cette personne, c'est
mon frère qui a son courrier ici même, et c'est une compagnie de pêche qui est située à Hendaye qui lui a envoyé ça. J'ai fait une confusion. En tout cas, la seule personne qui a continué de m'envoyer des lettres. Elle n'a rien fait cette année, mais auparavant, j'ai un certain nombre de ces envois que je conserve de façon, j'allais dire, très sérieuse, précautionneusement, comme tout le reste. Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Voilà donc une erreur à laquelle vous avez assisté en direct. Voilà, une lettre administrative que j'ai confondue avec une lettre personnelle. Et voilà. Mais c'est pas un problème. Hein, c'est pas un problème. Et on peut se rattraper. Alors, fenêtre sur drame. J'en sais rien. Aujourd'hui, c'est vrai, un jour, j'ai appelé. J'ai appelé parce qu'il y avait quelqu'un qui était dans la rue, devant ma fenêtre, un jour du Nouvel An. Et j'ai appelé pour qu'on vienne, parce qu'il pleuvait, etc. J'ai appelé le numéro d'urgence pour les sans-abri. Et cette personne a reçu la visite de 3 personnes. Et moi, qui étais seul, je suis resté seul et non. Et en plus, j'ai eu un problème avec mon voisin qui faisait un bruit pas possible. Et donc, ça a été le début d'une mauvaise relation avec ce voisin qui va finalement déboucher sur une agression physique et évidemment qui m'a marqué. Et voilà, donc la personne qui était dehors était mieux lotie que moi, parce qu'elle a reçu la visite de gens qui se sont enquis d'elle et qui l'ont entourée de leur prévenance et de leur assistance et de finalement de leur disponibilité. Moi, je n'avais personne. C'est une chose qui est totalement... Alors, ça revient un peu, voilà, le drame. Le drame est des gens qui se sont mobilisés pour l'Australie, voilà, des actions, etc. Ils se mobilisent pour un pays très lointain qui se trouve vraiment à l'autre bout du monde. Et ce n'est pas peu que de le dire. C'est vraiment autre hémisphère. Les Australiens peuvent se débrouiller par eux-mêmes. Ils n'ont besoin de personne. Ils sont sur leur continent, continent, ils n'ont pas besoin. Ils sont suffisamment pourvus en ressources. Ils n'ont besoin de l'aumône de personnes. Ils n'ont pas besoin qu'on soit solidaire avec eux. C'est un État. C'est pas un petit groupe minoritaire qui est persécuté. Non, c'est un État. Et un État qui a des ressources et qui est un État, évidemment, ce qui s'est passé a touché une partie de ce continent. Il n'a pas tout le continent, même si comparativement on dit voilà, c'est la surface correspondant à un pays d'Europe, ça impressionne, mais à l'échelle de l'Australie, c'est rien. Et puis on sait que fondamentalement, le cycle, les incendies, c'est assez récurrent là-bas. Et les arbres se sont adaptés à ce régime d'alternance, à cette alternance entre incendie et non incendie. C'est un territoire qui nous est assez inconnu. Donc se mobiliser. Les gens se mobilisent pour du lointain, de très 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 lointain. Ils ne se mobilisent pas pour les drames que sont en train de vivre, de connaître des gens qui sont dans leur proximité la plus proche, la plus immédiate. Moi ou quelqu'un d'autre, c'est pas que moi. On est légion dans cette situation, malheureusement. Et aussi, je vois quelqu'un, voilà, les gens, on les voit vivants sur ce maudit réseau qui sont là
en train, ayant sélectionné des choses, les représentants, les mettant en valeur, voilà, regardez-moi combien je suis fort, combien je suis beau, regardez le nombre d'amis que j'ai, regardez, voilà, les gens qui m'aiment, quand je dis une phrase, tout le monde, finalement, tout le monde est ébahi, tout le monde est épaté, voilà, j'aime, et voilà, les cœurs, les machins. C'est quoi cette histoire-là? Comment peut-on, comme ça, établir un rapport d'amour, d'amitié avec quelqu'un qui est loin ou qui est qu'on ne verra qu'une fois tous les 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est vraiment une chose totalement incongrue. Voilà, l'incongru devient congru. L'incongru devient quelque chose de tout à fait normal. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de, il n'y a pas à se poser de questions, il n'y a pas de, il n'y a pas à s'étonner. Les tons, nous vivons les tons du non-étonnement. On s'étonne, comme on dit souvent, on s'étonne plus de rien. Et moi, je dois éprouver ou exprimer la même chose. Plus rien ne devrait m'étonner venant des autres unités biologiques. J'en sais rien. Dans cet échange de services, il y a toujours un retour. Il n'y a pas, ne serait-ce que de façon indirecte, ne serait-ce que en termes de, je sais pas de sérotonine, en termes de, au niveau de la biochimie interne. Alors, je sais pas ce que c'est comme molécule, mais en tout cas, c'est pas loin. Donc, il y a une récompense, on reçoit une récompense. Alors, je ne sais pas si c'est la dopamine, je ne sais pas exactement ce que c'est. En tout cas, j'en ai donné une idée, c'est cela. Donc, quand on fait le bien, on reçoit une récompense immédiatement. On n'attend pas d'être dans le delà. On a une récompense immédiate. Et si on en fait beaucoup, et quelquefois on peut devenir addict à ce type de récompense, comme on peut devenir addict à d'autres choses. Voilà donc Fenêtre sur drame. Je suis totalement... alors, je suis sorti aujourd'hui avec cette barbe. Alors, évidemment, c'est la première fois depuis des semaines et des semaines. Voilà, il fallait bien que je sorte m'acheter quelque chose à manger, sinon je vais manquer, commencer à manquer de certaines choses. Donc j'ai été acheter des choses et voilà. Donc j'ai exposé ma figure à la vue de tout le monde et j'ai dû en choquer certains ou alors apitoyer d'autres. On sait rien, en tout cas, voilà, je ne peux pas faire autrement. Ce n'est qu'un masque, c'est un masque, c'est rien d'autre. Alors, mais il y a des masques qui sont plus percutants, plus qui font de l'effet. Alors voilà, donc j'arrive au moment, il est 1 heure et quelques, il est même 2 heures du matin et je suis en train de parler devant le truc et voilà, j'ai le casque sur les oreilles et j'ai de la mousse dans les oreilles. Donc vraiment, si j'écoute quelque chose, j'écoute cette chose-là, comment dire, sans... je l'écoute je me réserve l'écoute de cette chose. Et je suis coupé de l'extérieur autant que possible. Et non seulement je dois faire ça parce que je ne peux plus supporter les bruits venant d'ailleurs, parce que je suis tellement seul que le plus petit bruit venant de l'extérieur peut me déranger. Alors que normalement, j'en ai fait le constat, quand je suis avec quelqu'un, les bruits extérieurs ne me gênent pas trop.
j'arrive à m'en abstraire, mais quand je suis seul, voilà, j'entends des gens aller venir, les gens qui vivent, mais moi je ne vis pas. Je ne fais que traverser mes différentes pièces, sur la pointe des pieds, si je puis dire, et puis je reviens m'installer sur ma couche, et voilà, je recommence et je peux rester assis comme ça pendant un temps sans fin. Voici, alors, ce sont des éléments. Alors, si on les met bout à bout, on a une idée de ce qu'est un drame. Dans cette histoire-là, chacun en fait crie ou chacun plaide pour sa cause, chacun plaide sa cause, chacun crie pour son compte finalement. Quand je dis je vis un drame, si je dis ça, quelqu'un d'autre va me dire moi aussi. On ne me laissera même pas finir ma phrase que déjà mon vis-à-vis ou quelqu'un qui m'aurait entendu va se mettre à parler de lui-même. Il va pas, je pourrais même pas développer en quoi je traverse quelque chose. Non, moi aussi. Il va y avoir une sorte de concours, concours d'explication. Voilà. Moi, si toi tu es à l'échelle 3, moi je suis à l'échelle 5, et voilà, je suis au-dessus de toi, je traverse vraiment un drame de forte consistance, voilà, forte amplitude, je ne sais pas comment dire, c'est... quoique l'amplitude, c'est... Mais en tout cas, voilà, c'est fenêtre sur drame. Et non seulement la vie nous met un peu nous met en porte-à-faux, mais en plus, quand nous croisons des gens avec lesquels on aurait pu s'arranger pour s'installer dans une sorte d'existence, une sorte d'existence partagée, ces gens-là, nous les croisons sans pouvoir les reconnaître. On n'a pas cette capacité de reconnaître le bon partenaire, c'est uniquement une histoire de... Mais après, là, pour le reste, là aussi, nous cohabitons avec des gens qui sont très différents de nous. Par l'âge, par l'origine, par les centres d'intérêt, par même le destin qu'ils sont en train de se construire. Voilà, moi j'ai rencontré quelqu'un, je ne cesserai peut-être pas de répéter ça, mais j'ai rencontré quelqu'un qui voulait faire des Sciences Po et maintenant elle est ambassadrice. Et moi je suis rien. Elle est ambassadrice, donc c'est vrai que moi je n'ai jamais pensé devenir ambassadeur. C'est pas quelque chose ça m'a jamais traversé l'esprit. C'est vraiment moi et la diplomatie, moi la représentation d'un État auprès d'un autre État. C'est une chose qui m'a jamais... la science politique, d'ailleurs la science politique c'est pas la diplomatie, mais bon, imaginons que c'est une étape pour exercer dans le domaine des affaires extérieures. Mais voilà, donc... on peut faire, on peut être ou devenir plein de choses. On n'est pas formé ou conditionné pour être, pour exercer une fonction particulière et pas une autre. On peut. Voilà donc cette histoire-là, non seulement on ne rencontre pas la fonction qui pourrait nous donner envie de l'exercer. Donc, et puis on rencontre les gens,
mais on n'arrive pas à leur parler. Comme quelquefois, on n'arrive pas à se rencontrer soi-même. Je n'arrive pas à me parler. Je dois me convaincre de quelque chose et je ne trouve pas les arguments. Je dois réagir et je ne trouve pas les ressorts, ni la dynamique pour pouvoir réagir et commencer. Là, hier, j'ai trouvé les ressources parce que j'ai fonctionné de façon réactionnelle et donc j'ai trouvé la ressource pour aller me faire propre et puis j'ai retrouvé et donc j'ai continué sur cette dynamique. Donc propre, ça veut dire que je peux sortir et au lieu d'attendre que quelqu'un fasse les choses pour moi, je suis allé les faire moi-même. Seulement beaucoup de choses, finalement le fait de ne pas être propre, par exemple, suffisamment propre, m'empêche d'aller voir des choses. Il y a eu à côté de chez moi, ça je l'ai vu assez tard, parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, il y a les événements qui sont proches de l'endroit où on est, mais cette information, je ne l'ai pas trouvée ailleurs. Je connais d'autres sites que je fréquente, mais apparemment, un réseau social, finalement, est devenu beaucoup plus centralise beaucoup plus d'informations que beaucoup de sites militants, dits militants, et la chose que j'ai ratée tombe dans le sens de la militance, parce que c'était un questionnement autour du concept du localisme. Et vraiment, c'est une chose qui était intéressante. Et moi qui avais posé la question dans un précédent développement, le localisme, un patriotisme de proximité, point d'interrogation. Vraiment, je me sens interpellé, surtout que le localisme, j'en ai entendu parler il y a plus d'une décennie, vraiment il y a longtemps, venant de quelqu'un qui s'intéressait à certaines choses bien avant que cela ne soit à la mode, bien avant que cela ne se généralise et qu'on entende parler partout du local, etc. Le localisme, l'idéologie qui en a résulté de cette chose, évidemment, je l'ai critiquée parce qu'elle est critiquable. Et c'est pas quelque chose de fixe à laquelle il faut croire. On peut même finalement être en faveur d'une chose et la critiquer quand même. Et là on dit la critique est une chose saine, parce qu'on révèle des failles, on révèle des défaillances, on révèle des lacunes. Le localisme est une bonne chose, mais à condition que ça soit maîtrisé. Parce que beaucoup de choses peuvent naître d'une bonne intention, et justement, et bien déboucher sur des comportements qui seraient totalement, à ce moment-là, qui iraient dans un sens qui n'était pas du tout souhaité ou souhaitable. Je ne sais pas, moi je dirais, voilà, l'indépendance de la Catalogne, j'ai été sensible à quelqu'un qui pouvait avoir un discours comme ça, reconnaissance d'une certaine spécificité. Je ne comprends pas comment la gauche, qui est internationaliste, comment la gauche, par exemple, ils ont une gauche, puisse être du côté du régionalisme et finalement d'une sorte de régression. Non seulement eux qui voudraient détruire l'État, ben, ils seraient pour détruire l'État installé parce que l'État serait un appareil de coercition, un appareil de finalement qui imposerait sa domination, sa puissance au peuple et s'arrogerait le droit à la décision, à la prise de décision, etc. Donc le côté centralisé de l'État
qu'il faut briser. Alors l'État, on brise un État, mais on favorise la naissance de micro-États. Simplement, ça va fonctionner de la même façon. C'est pas, alors le pouvoir centralisé, décentralisé, justement, on en est loin. Quand on favorise, par exemple, quand on dit qu'il faut être en faveur de l'indépendance de la Catalogne, et on pourrait aussi parler de la Corse, on pourrait aussi parler de la Bretagne, on pourrait aussi parler de la Savoie, on pourrait aussi parler de l'Alsace et la Lorraine, et on pourrait commencer comme ça, de la Provence, pourquoi pas. Ouais, on pourrait démembrer l'État, mais pour mettre quoi? Mettre quoi à la place? Des régions voilà, qui seraient en conflit parce que certaines seraient plus puissantes que d'autres, des régions qui seraient fermées sur elles-mêmes. Voilà, au lieu que ce soit du localisme, ce serait du régionalisme. Voilà, commerçants à l'intérieur de notre région, favorisant les habitants de notre région, et finalement la gauche qui avait des problèmes avec les frontières, voilà que la gauche se retrouve avec plus de frontières. Comment la gauche peut-elle être du côté de l'autodétermination, j'allais dire nationaliste, c'est la gauche et la nation, ou la gauche et la région, c'est pas quelque chose de très... Normalement, ça ne devrait pas se rejoindre. Ça devrait... Voilà donc voilà un microdrame. Ça n'existe pas, mais on peut parler de microgramme, pourquoi pas, et microdrame, et on pourrait parler du macrogramme. Macrodrame, pourquoi ça ne veut pas se dire micro, macro? Il y a, quelquefois, on est pris par une sorte... il y a à l'intérieur de nous, il y a comme une sorte de domination, de surpuissance, l'expression d'un sentiment qui, lui, va finalement prendre l'ascendant sur tous les autres sentiments. Et comme si on devenait une mono quelque chose. On devenait une monocolore, mono-sentiment, mono-vision, mono-réaction, etc. Donc, c'est le macro-drame. Mais le mini ou le micro-drame, c'est plus intéressant. Je dirais, voilà, cette heure que j'ai traversée, c'était un micro-drame. L'heure qui lui a succédé, ce fut moins dramatique. Ce fut plus apaisé. J'ai pu me sentir dans une... Comment dire? J'ai pu éprouver un sentiment de bonne existence. C'est, voilà, le drame, il n'est pas... La sensation d'être dans le drame n'est pas une sensation continue, justement. Elle est discontinue, elle s'affirme, puis elle se contracte, elle se décontracte, elle se défait, comment dire, elle perd de sa consistance, puis de nouveau, elle acquiert de nouveau une certaine force. Et puis, donc, c'est un mouvement de va-et-vient entre... Mais quelquefois, l'idée de parler de soi comme vivant quelque chose de fort est intéressant quand on n'est pas dans la sensation. La prise de parole crée une distance.
souvent, voilà comment ça se passe, la prise de parole, sauf que j'ai essayé en fait j'ai essayé quand je veux provoquer de l'effet, quand je veux provoquer un sentiment fort, c'est-à-dire maintenir contre toute raison, maintenir contre la nature un certain état du sentiment, maintenir une certaine incandescence, une certaine hauteur dans le sentiment, enfin maintenir le sentiment le plus haut possible. Il faut que je triche, il faut que je ruse. Alors la musique est un bon moyen pour obtenir cela. C'est comme quand on fait une pression, sans qu'on fait une pression pour faire sortir une larme, ben on doit faire pression sur soi-même pour faire un peu jaillir ce sentiment de tristesse infinie, d'impuissance et des choses comme ça. Ce n'est pas une chose totalement c'est pas une chose aisée, c'est pas une chose qui vient comme ça quand on en a envie. Il faut préparer les conditions pour que cela soit effectif. C'est vrai, j'ai vu deux personnes, là je viens de voir les vidéos de deux personnes, il y en a une qui ne voit pas, et non seulement et dont on a déclaré la mort, alors qu'en fait elle n'était pas morte, mais on a fait courir le bruit, et non seulement elle ne voyait pas, mais en plus elle a eu une maladie grave, et donc elle a passé plusieurs mois à l'hôpital, et la personne, comme elle ne voit pas, nous on se concentre sur son visage. Et on voit un visage qui est quand même marqué, mais il y a quelqu'un en face à qui elle venait rendre visite. Cette personne a un visage encore plus qui fait encore plus penser à l'imminence de la disparition. Mais quand cette personne a pris la parole, j'ai senti une force. Malgré tout, je pensais que la personne était totalement, presque agonisante, qu'elle était à fond, etc. Mais j'ai senti une puissance et une rationalité. J'ai senti une personnalité qui est équilibrée, qui tient un discours totalement ordonné, bien construit, qui défend son point de vue avec percutance et avec beaucoup voilà, évidemment, la personne qui était en face, celle qui ne voyait pas, évidemment, je sais qu'elle a perdu ses dents, elle a un dentier, mais c'était quelqu'un qui était fort, elle est beaucoup moins dans la force. Quand on ne voit pas, je ne sais pas s'il avait les yeux un peu globuleux, mais on voit que ses yeux qui bougent, mais sans s'installer, sans se focaliser sur rien. Et l'autre personne qui était assise dans son lit, donc elle était allongée, et voilà, et pourtant c'était peut-être elle la moins en danger. Voilà qui vient, mais j'ai entendu des choses que je ne vais pas répéter, qui m'ont fait mal, mais j'ai appris finalement à mettre de côté les choses qui pourraient m'annihiler sur le champ. Voilà, j'ai appris. C'est pas une carapace, parce que la carapace, elle protège l'extérieur. Mais là, à l'intérieur,
il y a comme une sorte il y a un système d'isolation. Il y a, on sait que la chose, une fois qu'on l'a constatée, on ne pourra pas s'en défaire. Mais on ne la laisse pas agir. On la met de côté, on la met en quarantaine. Voilà, on la met quelque part et on essaie de plus y penser autant que possible. Mais on sait qu'elle est là. Le sentiment qui est né, il ne pourra pas disparaître. La sensation, la conclusion, l'évidence, on peut oublier un mot, un concept, mais on n'oublie pas les choses auxquelles on a abouti par le concours, par un certain concours, par une association entre des éléments, par le fait de rassembler des choses comme ça. Je prends un élément ici ou là et j'en fais quelque chose d'assez homogène, d'assez évident, d'assez clair. Voilà, il n'y a pas, je discute plus. Donc pour moi, ça devient une vérité totale. Mais voilà, donc la vérité, c'est que je ne suis bon à rien. Ça, c'est une vérité pour moi voilà, il y a eu le moment où j'ai été jugé et finalement je me suis jugé comme quelqu'un ayant commis le pire des crimes, etc. Je dis criminel, mais pas au sens, j'allais dire, pas au sens classique du terme, je sais pas. Mais je suis un criminel dans une sorte de contexte qui m'est propre. Après, j'ai entendu quelqu'un dire, oui, les gens qui ne reconnaissent pas l'existence de Dieu, qui font un crime de déni, pour moi, je ne suis pas un criminel si je dis quelque chose qui pourrait faire penser à une sorte de négation. La négation n'en est pas réellement. La négation n'est qu'une formule après tout. Est-ce qu'une formule, simplement quelque chose que je vais formuler moi, est-ce qu'elle pourrait porter atteinte à l'existence, au caractère, à la permanence, au caractère comment on peut dire, indéracinable de Dieu. Dieu. Il ne suffit pas de nier l'existence de Dieu pour faire disparaître Dieu. Même pas à sa propre, finalement, conscience, à sa propre phraséologie, à sa propre intériorité. Et on est dans un contexte qui fait exister Dieu et on sera toujours, même quand on s'oppose à Dieu, on continue de reconnaître l'existence de Dieu d'une certaine façon. La chose est un peu plus complexe, mais c'est de ce type de complexité qui est pas tellement très intéressante. Je dirais, Dieu s'occupe des affaires, que Dieu s'occupe de ses affaires et que moi je m'occupe des miennes en tant qu'unité biologique. Voilà, j'ai un destin biologique avant toute chose. Je dois maintenir mon intégrité. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je continue de veiller sur cet organisme. Voilà, je ne sais pas. Cet organisme qui se trouve dans une situation totalement précaire, pas du tout intéressante. Voilà. Mais malgré tout, j'y mets pas fin.
Si c'est une agonie, ben, j'aimerais qu'elle dure le plus longtemps possible. Bon, c'est pas l'agonie, parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une agonie, mais ça doit pas être très... J'ai des moments, j'ai des plages de tranquillité. Alors moi qui à un moment donné voulais parler de l'intranquillité, ouais, toujours un peu l'idée de prendre un peu les choses et de les renverser pour essayer de se construire un statut à partir de là. Moi, vous agissez comme ça et moi, je vais agir à ma façon. Alors, vous prenez la tranquillité, moi je vais prôner l'intranquillité. Moi, finalement, tranquillité, intranquillité, ce ne sont que des mots, après tout. On est tranquille, on se sent tranquille, et même s'il n'y avait pas le mot pour le dire, on se sentirait quand même. Il y a des moments où on se sent, on pense à rien de précis. On est préoccupé de rien. Peut-être si on est en train de manger, on essaiera de ne pas manger trop vite parce que ça peut donner quelques... On le sait d'expérience que ça peut occasionner quelques désagréments à l'intérieur, mais c'est tout. Alors, c'est vrai qu'on a besoin d'être stimulé, mais à des moments où même ce besoin, ben, il disparaît. On sait qu'il va revenir quelque temps après, mais un certain temps, on a besoin de rien. De rien. Alors on vit peut-être sur un rayon de soleil qu'on vient de voir il y a 1 heure et continue d'agir. Ben, on a vu de la lumière, belle lumière, et ce sentiment d'avoir perçu une certaine une espèce comment dire, oui, c'est le temps d'observation est vraiment très très rapide et ultra rapide, mais ça suffit. On vit sur cet aperçu, cette chose vraiment, on vit pendant 1 heure, 3/4 d'heure, et c'est bon, ça, comme si ça irradie à l'intérieur du corps, c'est comme si finalement ça part de là jusqu'en bas, ou je sais pas comment. En tout cas, donc le mot tranquillité n'a pas n'a pas réellement à exister. Encore moins le mot intranquillité. Ouais, quand je me sens finalement, quand j'avais pas encore le moyen de bloquer les différentes remontées. Alors, avec le temps, on sait comment contrôler, même si on n'est pas à l'abri. On contrôle jusqu'à un certain point, on n'est pas à l'abri d'une submersion. Alors, les choses qu'on a contrôlées, qu'on a maintenues sous domination, elles peuvent comme ça renverser toutes les digues, puis boum, on est totalement submergé. Ce n'est pas impossible, c'est de dire le contraire. Si on dit le contraire, on risquerait d'être totalement démenti. Donc, je m'arrange. Alors, si j'ai la possibilité de ne pas être dans le souci pendant 1 heure, si ça peut durer 2 heures, c'est très bien. Si ça peut aller plus loin, 4 heures, 5 heures, c'est très bien. De toute façon, que je me soucie d'une chose ou pas, ça ne changera rien. Que je me soucie du monde, ça ne changera rien. Surtout en ce qui me concerne, moi, j'ai pas la possibilité, de changer les choses. Alors il y a une chose. Alors j'ai regardé un bout de quelque chose hier ou avant-hier.
il y a un insecte qui est venu en fait attaquer les cultures forestières en Allemagne. Et c'est le problème de la monoculture. Donc si j'étais dans un contexte autre que le mien, je pourrais finalement ce problème, c'est vrai que je suis dans le monde, même si je suis mis de côté, mais finalement on se retrouve, on dit très bien, d'accord, il y a ça, il y a peut-être ce qu'on appelle le réchauffement climatique, mais il y a d'abord la monoculture. Et cette monoculture n'est pas la nature. La nature ne fait pas dans la monoculture, elle fait dans la diversité le plus possible. Quelquefois, on peut trouver dans certaines régions un peu les mêmes essences parce que ça correspond mieux finalement au contexte climatique. Mais autrement, c'est la diversité. Donc quand on fait cette culture-là forestière, ben on s'expose. Si on donne à un insecte la possibilité de trouver de la nourriture à foison, et il va se multiplier en suivant les ressources disponibles. Ben, je ne sais pas pourquoi je dis ça. En fait, quand je dis je ne peux rien faire, en même temps, il m'aurait, bien sûr, aujourd'hui, n'importe quoi, on apprend quelque chose, et ça ne suffit pas. Il y a là un spécialiste, il y a là tout un tas de gens qui sont beaucoup plus connaisseurs et qui savent ce qu'il faut faire. Donc, la remarque que je peux faire, moi, ne peut rien changer. Donc, oui, il y a, on peut dire, on peut avoir un savoir, mais on ne sait pas quoi en faire. Alors, on se dit, tiens, je vais faire bénéficier mon savoir des gens qui pourraient peut-être en avoir besoin. Mais dans quel endroit du monde? Mais c'est quoi d'abord ce savoir que j'ai? Alors le savoir de mettre des mots ensemble, voilà, de créer des sortes d'ensemble, finalement d'enfiler les mots. Est-ce que cela est un savoir? Est-ce que cela constitue quelque chose qu'on pourrait échanger avec quelqu'un? Est-ce que cela peut être la base pour mettre en place une collaboration, une coopération? Je n'en sais rien. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai parlé j'ai oublié le nom de... Il y avait quelque chose dans ma tête qui m'a incité à parler de ce qui se passait en Allemagne au niveau des forêts, mais j'ai oublié laquelle. Il y a un lien, ce n'est pas venu comme ça. Il y a un lien... changer quelque chose, ça demande des capitaux. Ça demande un savoir, mais ça demande aussi des capitaux, ça demande aussi des administrateurs, etc. Mais donc, pour chaque chose, il faut être le plus formé possible. Et donc, ça exclut tous les gens qui seraient dotés d'une formation moyenne ou une formation basique. Tous ces gens-là ne correspondent pas au profil recherché. Donc, vue ou fenêtre sur drame, il n'y a pas là une fenêtre physique, mais il y a une fenêtre qui se fait, ou plutôt une oreille qu'on peut tendre pour écouter et dans les inflexions de la voix et dans les choses qu'on dit, les choses qu'on ne dit pas, les choses qu'on approche simplement. Il y a on ne sait pas, il y a des gens à qui on aimerait parler. Certains ne sont plus de ce monde. Comme il y a, déjà, quand ils étaient là, on avait du mal. On avait du mal à en parler. Les gens sont assez particuliers.
Vraiment, les gens sont, au minimum, sont, ils vous laissent en plein désarroi. Vous vous approchez de quelqu'un, ben, il vous fuit. Il vous fuit. Vous ne savez pas pourquoi. Vous faites un effort, ce qu'il va faire à lui, en premier, c'est qu'il va insister sur ce qui vous différencie. Très vite, il va finalement vous obliger à vous démarquer de lui parce qu'il met en avant ce qui le différencie de lui alors que ce n'était pas nécessaire. Pas au début. D'abord, essayons de nous rapprocher. Après, quand le rapprochement est effectif, on peut essayer de voir les points, justement, les points les points de différenciation. On ne peut se différencier qu'à partir du moment où on a été proche. On ne va pas commencer par se différencier immédiatement, alors qu'en fait, donc ça détruit la relation, ça détruit la chose qui était en train d'émerger. Voilà, on la piétine et voilà, on tue toute possibilité, on la rase. Voici donc, alors je sais pas, fenêtre sur drame. Oui, c'était commode ce concept de micro quelque chose, ce mot composé, micro-événement, micro-relation, micro, euh, micro-baiser, micro-pensée. Ouais. Moi, je pense aussi au micro. J'ai pensé à toi, mais vraiment le temps d'un dixième de seconde. J'ai pensé à toi et voilà. Et ça a été de l'ordre de l'infiniment petit ou l'infiniment court. On fait dans le court. Alors, ultra court. Ouais, c'est comme ça à l'époque. On pourrait dire, on en a vu les signes avant-coureurs et puis finalement on n'y a pas fait attention. Il y a toujours un moment où on est averti du changement à venir. On est averti et quelque part c'est pas évident qu'on prenne les avertissements et une sorte d'intuition qu'on les prenne vraiment au sérieux. Après, il faut payer. Il faut payer, on ne paye pas sur le cours ou sur le moment même, on paye plus tard. Et finalement, on paye pour plein de choses. Alors, ça rend toute capacité de redressement, ça la rend totalement impossible. On ne peut plus. On est tellement alourdi, on est maintenu au sol, on pourrait même dire qu'on est enfoncé dans le sol par le poids de toutes ces récriminations, ces choses qu'on a mal faites, ces démissions, ces renonciations, voilà, toutes les défaillances dont on a fait preuve, un peu toutes tous pas les échecs, mais tout ce qu'on a favorisé et qui n'était pas finalement la bonne option. Voilà, tout ce qu'on a, tous les chemins qu'on a suivis, ou même le chemin qu'on n'a pas suivi. Parce que même l'immobilisme, même le fait de ne pas aller à quelque chose, ça peut nuire. Alors, on pourrait dire, oui, si tu avances, tu prends des risques. Alors, il vaut mieux rester. Mais même, il faut quand même prendre des risques. Et c'est aussi le manque de prise de risque
qui a été fatale, entre autres. Alors là, on peut plus. On peut plus. Tout cela, c'est des accumulations, c'est des choses comme ça. Ouais, dans l'art, ou ce qu'on appelle l'art, l'accumulation n'est pas toujours quelque chose de très mauvais. On peut accumuler, faire des accumulations et, et utiliser ça comme un moyen d'expression, comme un médium pour communiquer avec quelqu'un d'autre. Donc, fenêtre sur drame, simplement, j'ai plus grand chose à dire. Je trouve, je sais pas l'heure qu'il est, depuis combien de temps je parle. Ça fait pas beaucoup, mais déjà, ça fait pas beaucoup, mais déjà, je suis un peu déjà à l'extérieur du propos. J'avais pas finalement envie de parler longtemps. C'est juste un test pour voir si je pouvais quitter l'ambiance qui s'est créée hier, si je pouvais être dans une autre ambiance. Ce n'est pas évident, mais en tout cas j'aurais essayé. C'est vrai, hier j'ai parlé sans le micro, je veux dire, j'ai parlé sans les choses dans les oreilles. Là, quand je parle, j'entends un peu comme une sorte de larcène. Ma voix me revient et c'est pas agréable. Ça incite pas à continuer. Et puis, je sais pas, il y a ce ventre là, il est un peu lourd, alourdi, il y a quelque chose qui se passe pas bien au niveau de la digestion. Il y a des choses. Alors comment, voilà le corps inutile, et combien de corps sont devenus inutiles, j'allais dire infonctionnels, et ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien. Comment finalement rendre un corps qui se trouve dans cette situation, comment lui redonner une utilité, une fonctionnalité, comment faire? Ce qui était proposé, ce sont des choses pas très valorisantes. En tout cas, c'est comme ça que je les ai vues. Et peut-être pour mon malheur, je les ai considérées ainsi. Alors, donner à manger à des gens qui se retrouvent dans la difficulté, voilà, être là à aider, à aller chercher les vivres pour les distribuer, etc. La banque alimentaire, des choses comme ça. Être dans ce qu'on appelle le bénévolat, visiter des malades ou des prisonniers, c'est des choses auxquelles je ne suis pas résolu. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai fait une bêtise. J'ai rencontré une personne qui était visiteuse d'hôpitaux ou visiteuse de malades, et puis quelqu'un, je l'ai rencontré, que je connaissais aussi avant, je l'ai rencontré alors que je prenais le café dans un bar qui faisait face à une prison. Et là, il me dit, voilà, alors qu'il est enseignant, il me dit, voilà, moi je visite les prisonniers. C'est pas évident. Quand on se met dans ce type de situation, ça veut dire que soi-même, on est en dehors. Alors si soi-même on a besoin d'aide, on a besoin de gens qui vont rendre visite, comment peut-on? Et puis, je sais pas comment dire, c'était pas ça à un moment donné. Si je devais recevoir que ça de la France, j'aurais droit qu'à ça. Alors évidemment, enfermé dans mon origine, dans mon statut social ou dans l'absence, parce que je n'ai aucun statut social. C'est encore pire que les gens qui ont un statut social faible ou mineur. Moi, j'en ai aucun. Alors j'ai juste un statut d'origine. Alors moi, j'aurais aimé être avec des gens d'un certain niveau, je veux dire social. Et
je voulais ces gens-là. Je ne voulais pas des gens des classes inférieures, des classes moyennes. Je voulais... c'était ça mon désir. Je voulais finalement... Je sais pas, c'était sûrement une chose un peu folle, un peu... voilà, qui m'a traversé l'esprit, juste ce désir. Et j'ai un jour, comme ça, essayé euh, essayer de battre le fer avec une châtelaine. Voilà, ça m'est arrivé qu'une fois. Et c'est vrai que de me retrouver face à des gens qui me dépassent, ça me donne envie. Bien sûr, on change sa façon de parler, on essaie d'avoir une langue très, très sélective, vraiment, non seulement la voix est changée, le contenu, la forme, et puis on sent quand qu'on est devant un défi. Et ce défi, on doit en sortir vainqueur, à tout le moins sans avoir été défait. Voilà, au moins sans trop perdre de son... Voilà. Voilà les choses. Alors, le drame, et voilà l'intérêt du drame, c'est qu'il n'est pas uniforme ou monolithique. Il est multiforme et multidimension. Il est pluriel. Il est dans les choses qu'on n'imagine même pas. Le drame, c'est d'avoir pu parler que d'une seule voix. Ben, le type de langage ou le type d'univers sémantique auquel j'ai accès, c'est un univers. Et n'importe quelle langue possède plusieurs univers. Et moi, je n'ai accès qu'à un certain type de propos, à un certain langage, et j'ai pas pu en changer. Voilà, je suis resté le même, dans la même façon de m'exprimer. On doit pouvoir me reconnaître dans les mots que j'utilise, dans la façon que j'ai d'organiser mes propos. Voilà. Et le drame, c'est que souvent on est resté soi-même, pas plus que. On n'a pas dépassé un certain seuil. Et comme moi, on peut toujours trouver des conditions, je veux dire, trouver de quoi excuser, mais j'étais en bord de mer et je ne savais pas nager. Et donc, je me rappelle, un instituteur nous avait amenés comme ça en bord de mer, puis nous a lâchés, et moi j'ai été giflé, j'ai eu un très mauvais contact avec les vagues, et ça m'a pas incité à reprendre. Après, j'ai nagé, je sais pas, après, je pense que c'est après, j'ai nagé un peu, mais j'ai eu peur de l'eau, un coup, j'ai eu peur d'une sorte comment on appelle ça, des pieuvres. J'ai imaginé qu'une pieuvre allait m'emporter. Alors j'imagine la pieuvre qui était dans mon environnement devait être minuscule. Et pourtant, moi enfant, j'ai eu peur de... Donc on peut vivre à côté de l'océan, par exemple, et ne jamais savoir nager. Quelquefois ça protège, parce qu'il y a des gens qui savaient très bien nager, mais qui furent emportés par l'océan. Donc ce n'est pas non plus le meilleur endroit pour faire de la nage. C'est risqué. Et donc on peut être sûr quelque part, pas loin d'impossible, et ne jamais franchir la frontière. Ne jamais aller vers
l'autre possible, rester dans son possible, comment dire, familier. Voilà. Et donc le drame, c'est de s'être satisfait de peu. Voilà un des éléments les plus opérants et vraiment le plus pernicieux et vraiment finalement celui qui a été le plus impactant, c'est de savoir se contenter, c'est de ce qu'on a et finalement d'accepter d'être dans la modération. J'ai quelque chose, alors sans avoir besoin d'appeler à la décroissance ou d'appeler à la mesure ou d'appeler à la, comment on appelle ça, à la restriction calorique et des choses comme ça. Non, c'est juste que finalement on doit être content de ce qu'on a. Alors on a de la viande qui vaut 5 € le kilo, jamais je n'ai acheté de la viande qui vaut plus que peut-être 8 € le kilo, on va dire. Jamais je n'ai acheté de poisson qui vaut plus que 5 € le kilo ou 6 € le kilo, jamais. La seule fois où j'ai dû goûter à une entrecôte, c'était la personne dont j'ai parlé au début qui me l'avait offerte. Et je savais pas que ça coûtait très cher, ça coûte cher, elle m'avait fait plaisir ce jour-là. Et cette reconnaissance que je continue d'avoir, voilà, d'être reconnaissant pour le peu qu'on vous offre. Non seulement on a des besoins très réduits, on n'est pas très gourmand, on se contente de peu, mais en plus, quand on nous donne quelque chose, on a tendance à en faire beaucoup, et on a une reconnaissance éternelle pour un geste. On ne coûte pas cher, on ne revient pas cher à celui qui cherche de la reconnaissance. Voilà donc cet élément permanent qui fait que on est content de son sort pour peu qu'il y ait les conditions minimales d'existence. J'ai une couche, je suis content d'avoir ma couche. J'ai du café qui m'attend à mon réveil, j'ai du pain, j'ai de l'huile d'olive, j'ai de la confiture. Alors que demander de plus? Voilà, et je sais que j'ai aussi quelque chose qui m'attend. Alors je dis pas, je pourrais dire, oui, je pourrais moi aussi rejoindre les gens qui se plaignent de l'augmentation du coût de la vie, ou des choses comme ça. Mais j'ai des carottes que j'ai achetées uniquement, je suis allé loin pour acheter des carottes, uniquement parce qu'elles étaient vendues à un prix très bas. Voilà. J'ai acheté 20 kilos de pommes de terre et 6 kilos comme ça de carottes. Alors maintenant, je ne sais pas quoi faire de toutes mes carottes, j'en ai consommé et ça fait déjà une semaine que j'ai ces carottes-là. Et puis, j'ai donc les 20 kilos de pommes de terre sont toujours intactes. Voilà, parce que c'est un prix qui n'est pas le prix normal. Voilà, c'est un prix d'appel. Et simplement, donc, je dépends finalement de toute une organisation économique qui fonctionne sur la base de ces prix alléchants pour faire venir les acheteurs dans les lieux de vente. Voilà. Bon, quelquefois ça marche, quelquefois ça marche pas. Moi j'ai acheté juste mes pommes de terre et mes carottes et je suis parti. Et voilà donc comment le côté qu'on continue d'appartenir à sa classe
et même quelquefois on descend encore plus bas. Oui, j'ai pu manger du poisson, mais ce poisson m'a été donné par des gens, alors que moi je n'achète que le poisson qui est déjà enfilé, qui est surgelé, etc., qui est vendu dans les 5 euros le kilo. Voilà le poisson que j'achète. Mais après, des gens m'ont amené du poisson qui vaut plus cher que ça, et même j'ai eu droit à du poisson qui a été pêché par quelqu'un de ma famille sur un navire de pêche, etc. Donc j'ai eu droit à de la morue, voilà, quelque chose comme ça, la morue que je n'ai jamais achetée, séchée ou pas. En tout cas, c'était voilà le drame. Le drame, et en quoi le drame il peut être assez, assez divers. Voilà, il n'y a pas fenêtre sur drame. Ce n'est pas quelqu'un à qui on va fournir une boisson chaude et il va être content, il va... Non, c'est beaucoup. Et on a essayé de dominer le monde. Il y avait ce désir de dominer le monde, de changer le monde, de refaçonner le monde. L'échec est patent. L'échec est total. Voilà. Le drame, c'est de voir à quel point l'échec est profond et à quel point il, comment dire, il est consistant. Voilà. Partout. Alors, le temps n'est pas suffisant. On n'a pas le temps. Finalement, d'apprendre à faire un certain nombre de constats et après de réagir, de faire un peu ce qu'il y a à faire pour finalement quitter un peu son univers, sa zone de confort. On trouve le confort dans le maintien d'une certaine pauvreté. Bien entendu, moi qui vous parle, je calcule, j'achète j'achète des lentilles, je pense qu'ils viennent du Canada, les lentilles les moins chères possibles. Après, il y a toute une palette assez large, on peut trouver des lentilles à 4 euros, je ne parle même pas des bio, mais en tout cas les lentilles qui sont 1,60 € le kilo, par exemple. Donc, je cuisine 500 grammes de lentilles, ça me fait de quoi manger pendant 4 jours. Alors, je calcule 80 centimes, donc ça fait 20 centimes par jour. C'est très peu, mais je n'oublie pas, et c'est ça le problème de cette récurrence, cette mémoire toujours vive, ou toujours vivante pour mon malheur, c'est que à un moment donné, j'avais désiré être semi-interne pour pouvoir manger des lentilles, les lentilles qui étaient servies aux internes dans le lycée dans lequel je me trouvais. Et finalement, voilà ce que je suis. Je suis vraiment un mangeur de lentilles qui n'a pas eu satisfaction. Non, même les lentilles, finalement, pour moi, ça a été une chose qui était juste à désirer, mais pas à avoir. Voilà une chose comme ça. Alors quand je finis ma vie, et mon ultime, finalement, la réalisation, mon ultime conquête, c'est de disposer de la quantité de lentilles dont j'ai besoin. Ben c'est pas très glorieux. Alors là, je n'ai pas les moyens de la puissance d'aucune sorte. Je suis vraiment
voilà, le drame, comment on peut le présenter. Voilà, moi je pensais finir assez tôt, mais finalement j'ai trouvé cet angle et je me suis un peu engouffré dedans. Voilà, un petit espace comme ça. Ça m'a permis de rajouter de la parole. En tout cas, voilà comment on peut sortir d'une proposition qui allait être assez monotone, assez prévisible. Voilà, fenêtre sur drame. C'est toujours difficile. Alors, ce qui aurait été intéressant, c'est comment représenter les choses. On ne peut pas se satisfaire du verbe, il faut passer à quelque chose d'un peu plus pour illustrer. Alors ça aurait été faire des choses en miniature, faire des choses et les disposer. Euh, je ne sais pas comment ça aurait pu être possible. Et alors changer de façon de parler, de présenter. il est, il est toujours possible. Ça dépend de l'état dans lequel on est. Là, c'était ce que je disais il y a pas, il y a peu. C'était pas difficile, malgré mon état physique un peu délabré. Ben, j'ai réussi à dire ces choses-là, à tenir encore pendant 10 minutes. Bon, là, je vais arrêter. En tout cas, je trouvais comment changer la façon de traiter cette thématique du fenêtre sur, sur drame. Ça m'a rappelé cette histoire. Moi, je voulais faire un peu dans le. Il y a toutes sortes de choses comme ça. Alors, c'est le cinéma et le cinéma. Moi, je me rappelle, j'allais au cinéma quand j'étais assez adolescent. Et à une époque, il y avait des films qui étaient des films plus ou moins érotiques, jamais pornographiques. Alors quand les spectateurs voyaient quelqu'un aller vers les toilettes, ils l'interpellaient en disant « il va se masturber ». Ah, c'était... ce qui me gênait, c'est pas ça. Ce qui me gênait, c'est plus les cigarettes, la fumée des uns et des autres. Mais après, ce qui pouvait être gênant, c'était que le projecteur pouvait faire des coupes. Ça, c'était connu. Mais après, le problème, ça faisait de l'ambiance malgré tout. À y penser comme ça rétrospectivement, c'était vraiment l'ambiance. Alors moi, je ne sais pas si c'est un rapport. Il y avait la cinémathèque qui faisait une fête de fin d'année. Il y avait 20 000 lieues sous la mer, et 20 000 lieues sous la mer, évidemment, c'est une chose très ancienne. Moi, je me rappelle les vignettes qui étaient dans les journaux, que j'ai essayé de classer, et j'ai pas pu trouver toutes les vignettes, donc j'ai classé comme j'ai pu. C'est pas une chose pour moi totalement nouvelle. 20 000 lieues sous la mer, j'ai connu quand j'étais enfant, et après, évidemment, adulte, j'ai devant moi quelque chose d'assez, comment on peut appeler ça, d'assez kitsch même. Et donc, on ne peut pas. Il faut jouer, faut jouer. On ne peut pas regarder ça en silence. Alors, j'ai commencé par faire des effets. Ah, je sur réagissais, bien sûr. Alors, donc, le cinéma, c'est un moyen qu'on peut avoir pour faire appel un peu comment créer une situation dans laquelle il y aurait du surjeu, pourrait surjouer le sentiment de la dramaturgie, on pourrait créer des effets, on pourrait finalement être soi-même le réalisateur, l'acteur et en même temps le spectateur et faire plein de choses. C'est vrai que le cinéma ancien, il y a une ambiance, etc., qui permet d'avoir un autre rapport à l'image, de pouvoir vraiment être dans la proximité avec le passé tout en étant assez éloigné. Le cinéma n'a jamais été fidèle à la réalité, même quand
venait juste d'être tourné. Mais quand même, quelqu'un qui veut regarder, jeter un coup d'œil un peu sur le passé, il peut un peu trouver sa Madeleine dans les films anciens. Malgré tout, c'est fidèle jusqu'à un certain point. C'est fidèle à la réalité d'une... voilà, donc fenêtre sur drame, c'est évidemment la volonté de faire introduire le cinéma, d'introduire cette interprétation, cette artificialité, cette écriture, cette façon d'avoir rapport au réel, cette façon de prendre de la distance par rapport au réel, cette façon d'être plus dans le réel un peu poussé, très appuyé. On peut faire plein de façons de traiter le même thème, on peut selon un peu l'envie de chaque... donc fenêtre sur drame, ça peut être traité de mille façons, seulement c'est pas évident comme ça dans l'improvisation de réussir, surtout que moi je me rappelle, il y avait des écrivains qui disaient, moi je commence à écrire à 6 heures, dans une certaine régularité, à 6 heures du matin, je me mets à mon bureau, peut-être pour obtenir une régularité aussi dans la façon qu'on a de dire, il faut peut-être se fixer un moment précis, sentir le moment où on est bien dans son corps, il ne faut pas avoir mangé juste avant, parce que ça n'arrange pas, ça alourdit un peu le corps. Donc il faut être dans un moment où on a le corps léger, on a le corps tout prêt et plein d'énergie pour pouvoir justement se lancer dans l'aventure de l'écriture orale. La chose à laquelle je vais mettre fin immédiatement, j'ai épuisé un peu la matière de ce que j'avais à dire. C'est juste continuer pour ne pas s'arrêter. Continuer malgré tout et envers tout, et malgré le fait que ça n'amène nulle part. Ça, c'est une chose qui est, on peut dire, c'est les possibilités que ça puisse, tout cela, ça puisse finalement déboucher sur quelque chose, elles n'apparaissent pas. Donc, c'est pas la peine de compter, mais en même temps, donc on peut ramener ça à une espèce d'exercice oral, un exercice de maintien en forme. Voilà, l'unité biologique que je suis a besoin de parler, a besoin d'entretenir sa forme sémantique et de ne pas trop perdre l'usage de la parole, et c'est déjà ça.